体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Bon, ce soir, on va faire la review de Dragon Ball Super. On va faire double chapitre. On va parler du chapitre 67 parce que je me suis pas exprimé sur Dragon Ball Super depuis un petit moment. Donc autant parler de la fin de l'arc Moro et revenir un petit peu sur cet arc. Voilà, voir ce que vous en avez pensé. Je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Et ensuite, on va parler eh bien, du chapitre 68. Pour ceux qui tout de suite vont me demander est-ce qu'il y aura VOD, je mettrai certainement en ligne la rediffusion de ce live sur ma chaîne principale. Bon voilà, ce serait une rediff peut-être un peu large. Bon, j'essaierai de cutter peut-être les longueurs qu'il y aura. Mais voilà, c'est vraiment destiné à ceux qui veulent absolument débattre avec moi sur le sujet. Et qui pourront peut-être pas passer l'entièreté de la soirée à parler de Dragon Ball. Parce que bon, je me fixe pas de temps quoi. Hein. Si on parle de Dragon Ball pendant 3 heures, on parle de Dragon Ball pendant 3 heures. Tant qu'il y a des trucs à dire, bien sûr. Bref, donc du coup, voilà, c'est ça le programme. On parle du chapitre, enfin de la conclusion de l'arc précédent, on parle du chapitre 68, et selon l'heure qu'il est, si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire une review des derniers chapitres de Boruto aussi, si vous suivez Boruto, si vous êtes nombreux à suivre Boruto. Sinon, on restera dans du Dragon Ball et on ira voir des fanfictions FR que j'ai découvert, comment envoyer, qui sont sympas, donc ça peut permettre de mettre en avant aussi des artistes dans l'univers Dragon Ball qui font des trucs plutôt cool et qui font leur propre suite de Dragon Ball puisqu'ils n'apprécient pas Dragon Ball Super. Stylé le cas dans le chat, merci Gokan. Beaucoup travaillé sur la refonte de la chaîne Twitch histoire de marquer le coup pour l'année 2021. Je vais baisser un peu le son de la musique, donc niveau son on est d'accord, c'est cool pour vous, c'est pas trop fort. Du coup, alors, normalement, j'ai fait un truc stylé. On pourra regarder certains passages des scans pour illustrer un peu les propos. Juste comme ça, voilà, tac. Voilà, ça prendra la place de ma cam. Je mets pas en entier, vous vous doutez très bien pourquoi. Ah, les copyrights, tout ça, voilà, c'est... c'est toujours un peu tendu. Donc, revenons-en sur la conclusion du chapitre 67. Alors, j'ai des petites notes aussi pour pas me perdre dans le fil de mes idées, parce que quand on est en live, forcément, hein, on part un peu dans tous les sens, surtout en réagissant avec vos propos. Alors, ce que je vous propose, je vais d'abord vous dire ce que je pense, les trucs que j'ai remarqués, que j'ai notés. Et entre chaque étape, on fait un break et moi, ensuite, je réponds et je réponds et j'écoute vos remarques. Ah oui, et les commandes vocales sont désactivées, Shinji, parce que sur un truc débat, tu vois, s'il y a des pains au chocolat et chocolatines qui débarquent de partout, ça risque d'être un peu chiant pour suivre les propos. Désolé. Donc, sur le chapitre 67, moi, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, ouais, le principal truc sur l'arc Moro en général, je trouve que il y avait une grosse hype au début. J'ai beaucoup aimé le début de l'arc. D'ailleurs, j'avais même repris des reviews parce que pour le coup, il y avait de l'espoir. Il y avait des idées en fait qui partaient un petit peu comme ça, cette espèce de retour sur Namek, le côté on rappelle un peu les Kaioshin, on rappelle un petit peu le background de Boo. Donc je me rappelle que le début de l'arc, comme d'habitude avec Dragon Ball Super, c'est une explosion du coup de choses dans tous les sens, et du coup bah tu te sauces beaucoup en fait, la hype monte beaucoup parce que tu dis putain ils vont réutiliser Boo, attends ils sont en train de dire qu'on peut peut-être récupérer le Dai Kaioshin dans Boo, donc est-ce qu'on va pas récupérer Boo maléfique, enfin voilà, on partait un peu dans tous les sens, il y avait de l'idée. Ensuite le retour sur Namek, toute la situation Namek, pour moi vraiment le gros point fort, merci beaucoup Iwashi pour le resub, le gros point fort de l'arc Molo, ça a été vraiment le passage sur Namek. Pour moi là c'est vraiment là où l'arc est arrivé à son summum, parce que la situation était super bien, le fait que
que Molo, en fait, ils sont en train de détruire la nouvelle Namek, que les Namek, ils tentent un truc en fusionnant tous ensemble pour faire un super Namek, un peu comme on avait vu dans la fanfiction Multiverse. C'était une pure idée, et le fait qu'il se fasse niquer en un coup, ça montrait la supériorité de Molo. Il y avait une vraie tension, une vraie menace, et j'aimais beaucoup le fait qu'on appuie sur le fait rédemption de Vegeta. Cette espèce de rédemption de Vegeta vraiment envers les Namek qui était amorcée, c'était des très très bonnes idées. Et après Namek, je trouve que là, ça s'est cassé la gueule. Je trouve que ça a commencé à se casser la gueule avec bon, les pseudo-entraînements qu'ils ont voulu faire, mais c'est surtout cette mauvaise utilisation déjà de la Z-Team. Beaucoup d'incohérences, je trouve, au niveau de la temporalité, des voyages par rapport à Goku, par exemple, qui trouve plus la Terre pour revenir. Là, il y a eu vraiment un passage à vide, je trouve, à ce moment-là. Et le combat final, moi, personnellement, plus les chapitres allaient, plus j'étais déçu. Alors déjà, je ne suis pas, hein, vous le savez, fan de... Bon, déjà, je suis pas fan de toutes les transformations de Dragon Ball Super, que ce soit le Super Saiyan God, le SSJ Blue. Je n'aime pas. La seule que je trouvais stylée, c'était vraiment les signes de l'Ultra Instinct, où je trouve Goku plutôt classe. J'aimais beaucoup l'idée. L'Ultra Instinct en lui-même, avec les cheveux blancs, ben, au final, ils l'ont réduit. C'est ça que je trouve triste. Je trouve qu'en fait, cet arc a détruit l'Ultra Instinct. Parce que de là où on partait d'une technique qu'on nous, au début, on nous faisait plus ou moins comprendre que tout le monde était à même de maîtriser, et qui reposait essentiellement sur une maîtrise parfaite de son esprit et de son corps, on est vraiment arrivé à un stade où c'est juste une transformation de plus, qui maintenant est limite destinée qu'à des personnes qui ont un ki divin. Et donc du coup, bon, je trouve que ça l'a, à titre personnel, je trouve que ça a complètement désamorcé en fait l'aura qui restait autour de l'Ultra Instinct. Et puis au final, la conclusion de l'arc, je trouve que ils ont tout désamorcé, ce qui aurait pu, le peu de tension qui nous restait, le fait de faire intervenir Whis et Bilus, même s'il reste un peu en retrait, le fait qu'il soit là, c'est gênant. Le fait que Milus meure, mais qu'on le ressuscite à la toute fin, en mode « Oh, bah c'est pas grave, maintenant ça devient immortel, il a fauté. » Non, Milus c'était le seul truc encore qui tenait je trouvais, de drama dans cet arc-là. Et ben non, même ça, tu le désamorces, tu décides de... Bon, toujours la quenelle aussi avec Trunks et Goten. c'est honteux, quoi. C'est quand même triste de voir que dans le dernier chapitre, tu te rends compte que Pan et Bra vont bientôt être aussi grandes que Trunks et Goten. En fait, les Saiyans, ils sont pas foutus pareil, en fait. Ils grandissent pas pareil. En fait, vous savez, quand on n'a pas vu Goku pendant quelques années dans le manga, et qui ensuite il revient pour le 21e Tenkaichi Budokai pour péter la gueule à Piccolo, et qu'il arrive, il a grandi, quoi. Ben en fait, il a grandi d'un coup, en 2 jours, en fait. C'est pas pendant les années, hein, c'est juste les 2 derniers jours, et puis il a grandi. Ben Trunks et Goten, ça sera pareil. Ça marche comme ça, les Saiyans, en fait. On le voit pas, mais ça marche comme ça. Non, mais c'est vrai, on finit par se demander ce qui se passe, quoi. Donc ouais, je trouve que voilà, de très bonnes idées, mais l'arc Moro, grosse déception, et surtout très déçu en fait, encore une fois, de l'utilisation de Vegeta. Pour moi, Vegeta, ça aurait pu être son arc. Alors à mes yeux, l'arc de Vegeta, ça aurait dû être Golden Freezer. Moi je l'ai toujours dit, je trouve que là ils ont loupé. C'est à partir de là où Dragon Ball Super, on aurait dû se dire que ça commençait à puer du cul sévère, même dès le film. C'est ce désamorçage à l'époque de Golden Freezer où Vegeta, ça aurait été tellement symbolique et tellement beau que ce soit lui qui termine Freezer et pas qu'il y ait cette espèce de retour en arrière de Whis et que Vegeta finalement ait servi à rien en fait. Donc déjà Vegeta aurait pu briller à cet arc là et aurait dû briller à cet arc là, ça n'avait pas été fait. Là il y avait une chance de se rattraper parce que c'était beau en fait, la rédemption envers les Namek et tout. Et au final Vegeta, la technique qu'on nous fait languir pendant 3 plombs, elle ne sert à rien. Surtout dans le grand final, c'est quand même aberrant de te dire... en fait, quand Molo fusionne avec la planète, tu te dis, bon, bah, Vegeta, il va le défusionner de la planète, et puis c'est fini, il le défonce. Bah non, même pas, en fait. Non, Vegeta sert juste, finalement, à faire une espèce de Genki-Dama, hein, en fait, hein, ni plus ni moins, quoi. Donc, c'était vraiment triste de ce côté-là. On se dira toujours, ouais, le chapitre suivant, je vois sur le chat, c'est peut-être Suicide Vegeta. Quand on va parler du chapitre 68, on va en parler de ça, mais je crois que Vegeta, ça restera l'éternel second, malheureusement, dans ce truc-là.
Et bon, j'avais noté un truc on a vu Oob, hein. Bon ça pour moi c'était juste le petit clin d'œil fanservice parce que l'intervention de Oob, elle est pas... Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'ils ont réussi à gérer pour pas que ça crée trop d'incohérence par rapport à la fin du manga. Ça, voilà, ça casse pas vraiment le truc, puisqu'il voit pas Goku, il voit pas Vegeta, il voit juste un type qui arrive, qui lui dit vas-y tends les mains au ciel. Bon voilà, il y a une méga puissance, les autres comprennent pas d'où ça vient. Bon, ça va, c'était pas trop mal utilisé. Mais bon, ouais, ça c'était le petit clin d'œil. Bon, il était bien utilisé. Mais ouais, mollo. Et puis bon, le finish avec Goku géant, tout ça, j'ai pas. C'était sympa, mais ça m'a pas fait vibrer, quoi. J'ai pas eu la petite sensation, tu vois. Enfin voilà, grosse déception. Et du coup, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur la conclusion de l'arc mollo, en fait. Hein, juste déçu, quoi. Donc, on va pas épiloguer dessus longtemps. Je vais regarder un peu ce que vous en dites, vous. Salut Richard. Je sais, salut. Les gens ils tentent des noms comme ça pour voir si c'est le bon. Bien le bonsoir. Salut Kyler. Salut Majin. La croissance de Trunks et Goten. Quelle erreur, le gars ne connaît pas son manga. Ouais, ils en jouent un peu, je crois. Ils trollent un peu parce qu'on m'avait expliqué qu'il y avait un espèce de page bonus, je crois, qui était sorti au Japon. Où ça trollait un peu autour de ça, mais en fait tu sens le gros problème de Dragon Ball Super. Bon, c'était déjà un peu le cas de Dragon Ball, mais tu sens qu'ils savent pas quoi faire des persos secondaires. Et tu sens qu'ils ont en fait, c'est dommage parce qu'ils veulent tenter des trucs. T'as un moment donné dans l'arc Moro où t'as une pseudo-utilisation de la Z-Team. On s'attendait vraiment du coup à revoir un truc. Alors, il faut pas non plus cracher sur tout. Il y avait des bonnes idées, hein, notamment le passage avec les techniques un peu en coop de Piccolo et Gohan. Très très bon, ça, c'était très très bonne idée. Le problème, c'est qu'ils sont très vite désamorcés. Et en fait, on a un gros souci. On va en parler avec ce chapitre-là, les deux derniers chapitres là, qui lancent l'arc Granola, où il commence à y avoir une telle échelle de puissance, en fait, qu'il y a un gouffre maintenant entre les personnages secondaires et les deux personnages principaux, enfin Goku et Vegeta, et encore Vegeta, hein, maintenant c'est un peu un running gag, quoi, le personnage, donc c'est dommage, quoi. Il tape dans le sol. C'est vrai qu'il tape dans le sol, Vegeta, effectivement. Pour faire gagner du temps. J'ai été médisant, pardon. Malheureusement, faire réapparaître Mirus, c'est trop gentil, beaucoup trop gentil, je suis totalement d'accord. Ça enlève tout le délire de Goku flashback, etc. Krillin n'a pas été ressuscité manuellement sur Namek. Non, mais oui, ça désamorce complètement le seul drama. Et puis... mais on était tous à le dire, même pour en avoir discuté avec le chef et en ayant vu ses reviews, aussi, je pensais exactement comme lui. On est plein de façons, je crois. Alors je regarde pas, hein, toutes les reviews DBS, maintenant il y a tellement de monde qui en parle, mais je pense que la sphère, hein, qui parle beaucoup de ça sur le net, on était tous là en mode que Milus allait certainement se faire dégager. Donc c'est arrivé, donc bon point, hein, c'était bien fait, même si... Alors, ça, je pense que c'est vraiment à titre personnel. J'ai pas trouvé le truc assez appuyé, assez dramatique. Mais bon, le sacrifice était là, c'était joli. Le fait que Goku, du coup, contrôle sa colère et maîtrise l'ultra instinct et tout, ce passage-là était plutôt bien amené, même si je suis pas fan de la transformation, machin et tout. C'était sympa. Mais c'est quand même dommage de désamorcer la situation alors que... il y avait une potentielle ouverture vers quelque chose de fou que tout le monde se disait. C'était, il y avait une autoroute, quoi, en mode que Goku peut-être se rebelle face à l'autorité divine et essaye de ramener Milus par tous les moyens. Mais qu'on nous sorte en mode, bon allez, il a fait une connerie, bon maintenant ça sera immortel, il a une durée de vie, machin et tout. Et alors en plus le truc c'est que du coup tu rends le grand prêtre encore plus puissant, quoi. C'est genre maintenant le grand prêtre il peut ressusciter des gens. Alors déjà que on avait vu Whis le faire, alors ils peuvent plus ou moins ressusciter quelqu'un, donc t'as ça, donc ça veut dire que tous les anges peuvent ressusciter des gens, le grand prêtre il peut te recréer comme ça, te changer ton statut, t'étais ange, bah non maintenant tu passes mortel, donc qui sait, il peut faire l'inverse, hein, toi t'es mortel, bah hop tu passes ange, enfin voilà, hein, c'est open bar, faites ce que vous voulez, ça se trouve à la fin de Dragon Ball Super, Goku c'est Shenron, tu vois. Enfin, ouais, tu te dis, putain, on se foutait de la gueule de Dragon Ball After avec le Super Saiyajin 5, mais ça en prend tellement la direction, en fait, Dragon Ball Super, je trouve, sur certains aspects, c'est...
Mais ouais, il y a trop. Moi, je m'en plains. Enfin, pour moi, c'est l'énorme. Si je devais mettre qu'un seul point négatif à Dragon Ball Super, en fait, c'est le fait qu'il y a trop de choses pour désamorcer. Entre les Dragon Ball, les Super Dragon Ball, les anges qui peuvent remonter le temps, maintenant ça, les anges qui peuvent ressusciter, les dieux de la destruction, machin et tout. Du coup, t'arrives pas maintenant à te dire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter là-dedans? Déjà que c'était compliqué avec Molo de raconter quelque chose, ils y arrivaient plus ou moins. Mais ouais, ça devient compliqué quoi. Il y a un gouffre depuis la saga Boo, c'est vrai, c'est vrai. Bah après Dragon Ball a toujours eu cette espèce d'avancée toujours un peu exponentielle, mais là ouais, t'as vraiment l'impression qu'il y a un tréfonds. Et moi c'est ça que je comprends pas, c'est quand ils ont commencé à parler de l'Ultra Instinct et proposer l'Ultra Instinct, pour moi c'était, vu que c'était présenté vraiment comme une technique, tu vois. Pour moi, c'était vraiment la technique qui potentiellement pouvait ramener plein de personnages. Je veux dire, pour moi, je le dis à chaque fois, mais Piccolo qui maîtrisait l'Ultra Instinct, mais c'était tellement crédible. C'était tellement le bon moyen de ramener des personnages, tu vois. Mais ils l'ont pas fait, quoi. Parce que pour une fois, c'était un truc qui était censé ouvert à tout le monde. Et cet arc-là, pour moi, a fait total inverse. Merci beaucoup, Vayne pour... alors c'est Vayne Ligor pour le resub. Mais oui, cet arc pour moi ça a été le désamorçage complet de tout ce qu'il y avait d'intéressant de l'Ultra Instinct. Pour moi ils ont réduit l'Ultra Instinct à une transfo quoi. Et on le voit encore plus hein, avec ce chapitre là quoi. Je lis encore quelques commentaires et on va passer du coup au chapitre 68, au gros morceau. On va pas non plus s'éterniser sur la fin de l'arc, mais il y a des choses intéressantes quand même. Ils disent directement que les enfants sont dépassés et que les parents veulent pas les impliquer, puis c'est fini. Ce que je trouve tellement dommage avec DBS, c'est que les dieux servent absolument à rien. Bah, ils sont limite embêtants les dieux en fait. Ils auraient pas dû prendre autant d'importance, je pense, dans le récit. Il devrait essayer de faire un arc où il n'y ait plus Goku ni Vegeta, ou en arrière-plan, et faire briller d'autres persos moins forts qui pourraient développer un peu à la manière de Boruto. Mais maintenant, la voie où ils sont engagés, c'est trop tard pour faire ça, quoi. Je vois bien un truc, Goku va devenir un ange et Vegeta. Bon, ça, on y reviendra avec le chapitre 68, du coup. Si Goku aurait menacé les anges de la même manière qu'il avait menacé Neptune, qui voulait empêcher le combat Goku Majin Vegeta... Ah oui, tu l'appelles Neptune. Moi, j'ai pas l'habitude. C'est vrai que c'est son nom officiel. Donc, c'est Kaioshin. Ok, d'accord. Qui voulait empêcher le combat Goku Majin Vegeta dans le passé. DBS aurait clairement fait un bond en avant en termes de mise en jeu. Ah, c'est clair que le Goku coup de pression à Kaioshin quand il menace de le détruire, on s'en rappellera toujours, ça. C'est clair. C'est vrai que mais c'est vrai que ouais, une scène comme ça, une confrontation réelle avec les anges, tu vois, ça aurait été stylé, quoi. Au niveau du mental, Piccolo Ultra Instinct c'est crédible, mais malheureusement il n'a pas du tout le niveau, il est trop dépassé. Maintenant oui, parce qu'il t'explique qu'il faut du ki divin, machin et tout, mais je suis pas d'accord avec ça avec avant, parce que à la base quand t'avais les prémices de l'Ultra Instinct au tout début qui commence à t'en parler le manga, et c'est là que tu vois, c'est là où dans plein de détails tu vois que c'est brodé, tu vois qu'ils brodent, tu vois que quand ils ont commencé à proposer l'Ultra Instinct, tu vois qu'en fait, je suis persuadé qu'ils savaient pas vraiment où est-ce qu'ils allaient en fait. Et c'est ça qui me gêne avec Dragon Ball Super. Tu sens en fait... De toute façon, on le voit, on le sait, puisqu'ils te disent à chaque fois qu'il y a eu des réunions pour parler du prochain arc et tout. Tu sens qu'ils font à l'arc, et encore même, je suis sûr que quand ils sauvent un arc, ils commencent l'arc, mais je suis persuadé que quand ils commencent l'arc, ils savent même pas comment il va finir. Et ça se sent qu'ils brodent, parce que l'Ultra Instinct, il a changé. Et on pourra pas me dire le contraire, vous allez voir les épisodes, vous allez voir le manga, au début, il te présente vraiment le truc comme une technique que potentiellement n'importe qui maîtrise. D'ailleurs, même Kame Sennin en fait les prémices, c'est encore plus appuyé dans le manga pour vraiment te montrer que voilà, c'est vraiment... Et donc, à partir du moment où un Kame Sennin te fait ça, tu peux pas me dire que Piccolo n'en est pas capable. Suffit juste, en fait, de suivre un certain entraînement, d'avoir une certaine relâche au niveau de ton esprit. Piccolo, pour moi, il était parfait pour ce truc-là. Mais ils ont pas voulu le faire, donc maintenant, c'est mort. Bon, on va passer au chapitre 68. Alors... ce que je vais faire, c'est que de temps en temps je vous mettrai des petits extraits comme ça pour que vous puissiez voir un peu des passages que je parle. On va commencer avec le premier segment du chapitre 68. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir sur Manga Plus, c'est gratuit. Ou après, Inch'Allah, toi-même tu sais, sur internet, la gratuité, c'est possible. Moi je peux pas vraiment parler là, mais bon voilà. Donc oui, alors moi ce qui m'a beaucoup plu sur le chapitre, voilà, je remets ces passages là, j'ai
beaucoup aimé l'introduction parce que on a une vraie construction de background, voilà, notamment avec ces petits passages là où on voit donc on est dans les souvenirs de Granola qui en fait voilà, on découvre que sa planète a été détruite par l'armée de Freezer, et notamment à l'époque où les Saiyajins étaient encore sous le joug de Freezer, et donc ils ont détruit sa planète. D'ailleurs, un truc super important, tout le monde l'a remarqué, hein, mais voilà, la petite cicatrice sur la joue, donc bon, à moins que ça soit juste pour le clin d'œil, mais bon, on comprend que c'est Bardock, ça pourrait avoir son importance plus tard, on y reviendra, mais voilà, ça pour moi, je pense que ça peut avoir une importance. Le fait qu'ils aient fait exprès spécialement de mettre en gorille Bardock. Et donc, après notre Granola hein, qui se réveille. Alors, ça pour moi, l'introduction, elle est plutôt bien parce que déjà, tu sens qu'ils ont envie de construire un background. Alors, ils avaient essayé de faire plus ou moins la même chose avec Molo. On avait une construction de background, mais au final, en fait, on a juste eu un espèce de flashback où on nous expliquait qu'il s'était battu contre le Daikaioshin et qu'il s'était fait emprisonner. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on attendait tous un peu les origines de Molo. Pourquoi il est comme il est, pourquoi il désire tant dévorer les planètes. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que c'est juste une soif? Comment il en est venu à défier les dieux? Comment il sait autant de choses aussi sur les dieux, tout ça? Est-ce qu'on a vu qu'il y avait... Mais au final, on n'a rien eu. Donc espérons que du coup, on ait un antagoniste avec un vrai background derrière. Merci beaucoup, Calier, pour le resub. Merci, merci. Oh, il y a Shirat aussi. Coucou. Alors, je continue mon truc et je lis le chat après. Donc oui, le background, la construction du background, je trouve qu'elle part plutôt bien. On sent qu'ils essayent de construire quelque chose. Après, on y reviendra parce que est-ce que Granola sera vraiment un antagoniste? Ça, j'ai un gros doute là-dessus. Mais donc du coup, oui, le fait qu'ils veulent construire quelque chose et surtout qu'ils partent sur cette base que sa planète était détruite, son peuple était détruit par l'armée de Freezer et par les Saiyajins, c'est un très bon point. Merci beaucoup Majima pour le resub. C'est un très bon point parce que on va enfin utiliser le fait que Freezer est ressuscité. Hein. Dès moi que j'ai commencé à lire le chapitre, je me suis dit « Ah !» Peut-être justement une répercussion, surtout avec les propos qu'a Granola tout seul dans son vaisseau. Enfin, on ne sait pas trop à ce qu'il parle. Je crois qu'il parle à une espèce d'intelligence artificielle de son vaisseau ou c'est sur sa lunette. J'ai pas trop compris en fait qui c'est qui parle à Granola. J'ai revérifié dans le chapitre précédent, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'on ait j'ai l'impression que c'est son ordinateur de bord en fait qui parle avec lui. Mais du coup, oui, le fait qu'il ait des réflexions sur Freezer, je me suis dit, ah, on va peut-être utiliser enfin le fait que Freezer, il y ait une répercussion à l'avoir ramené en vie, parce que tu te dis, putain, ils ont quand même ramené le plus gros tyran un peu de l'univers 7, et puis on a l'impression que ça avait zéro impact, donc c'est bien. C'est bien qu'en fait, cette fois-ci, on se dise, bon, il y aura peut-être un impact à avoir ramené Freezer, donc ça, c'est plutôt bonne chose. Donc ensuite, Bardock. Donc Bardock, ça pourrait avoir, je pense, un impact sur le fait que on ne sait pas encore Granola, est-ce qu'on aura d'autres brides de son passé, parce que est-ce qu'il a vu les Saiyajins aussi sous forme humaine? Je pense que oui, parce qu'il les traite de barbares, de singes géants, machin et tout. Du coup, je me dis que c'est peut-être pas impossible qu'il ait vu Bardock sous sa forme d'origine, et dans ce cas-là, ça pourrait être génial qu'il y ait un espèce, au moment où il rencontrera Goku, parce qu'ils vont forcément se croiser, qui a une espèce de déclic, tu sais, un peu comme Freezer sur la planète Namek quand il voit Goku la première fois et qui se dit tiens, ça me rappelle cet acharné qui s'était battu comme un forcené quand j'ai détruit la planète. Du coup, c'est génial quoi de voir ça. Donc je me dis, il y aura peut-être moyen de faire un truc comme ça avec Bardock et justement un déclic face à Goku, qui comprennent peut-être, parce qu'ils ont pu leur queue et tout ça, donc tu te dis il est pas forcément obligé de tilter tout de suite que c'est des Saiyajins, même si après peut-être s'il connaît Vegeta, d'ailleurs je pense que Vegeta nous apportera aussi peut-être des explications par rapport à la planète qui a été détruite, parce qu'il sera forcément au courant sur le peuple céréalien et trucs comme ça. Donc ouais, le fait qu'on réutilise le passif Saiyajin et armée de Freezer, je trouve que
que c'est un bon point. Donc j'ai bien aimé le début là du chapitre et le fait qu'on vienne utiliser ça. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Donc ensuite on va parler un peu de Granola. Alors le chara design du perso je le trouve assez stylé. Alors je vais aller sur un passage où je le trouve mortel le personnage. Là il y a une image où il est... Alors je crois que c'est par là. Ça doit être vers les pages 40. Un truc. Ah voilà, j'ai trouvé pile poil. Ouais, alors là, ce passage-là, mais il est tellement badass. Quand il défonce tout le monde et en fait on t'explique qu'il a un œil apparemment qui lui permet de voir super loin et de sniper ses adversaires. J'aime bien sa technique aussi. J'aime bien sa technique en mode fusil comme ça, il défonce tout le monde. D'ailleurs quand il allait défoncer les unités 73, tout ça, c'était assez stylé. Donc ouais, le chara design du personnage est plutôt classe. Et merci beaucoup pour le resub familier. Et surtout je voulais parler en fait pour rebondir sur l'introduction avec le background sur les Saiyajin, tout ça. Je me dis que est-ce que le personnage est vraiment méchant à votre avis? Est-ce que le personnage est vraiment méchant? Parce que en fait, pour le moment, il me paraît froid le personnage, tu vois. Il a cette ambition de revanche et tout. Mais je me pose vraiment la question, est-ce que ce sera lui l'antagoniste vraiment de l'arc? Alors le chapitre précédent, hein, on nous parle enfin c'est au début du chapitre, là on a une allusion au fait le guerrier le plus puissant va arriver, tout ça. Je me dis, est-ce que ça va vraiment être lui l'antagoniste ou pas du tout? En fait, ça risque même peut-être d'être un allié qui va finalement rejoindre face à une autre plus grosse menace, peut-être Freezer. Est-ce que ce sera pas Freezer finalement, peut-être le grand méchant de l'arc? Encore une fois. Après, ça peut être très sympa que ça soit lui et que justement on voit petit à petit, un peu à l'image de Zamasu, et son changement de personnalité. Qui deviennent vraiment très très mauvais et omnibulés par sa vengeance. Parce que là, il me donne pas l'impression d'être spécialement méchant. Il me donne juste l'impression d'un mec qui a vécu des choses dures et qui du coup s'est endurci pour faire face à la vie, quoi. Mais tu vois, il paraît pas spécialement mauvais quand par exemple il se fait attaquer par les contrebandiers là qui veulent lui piquer son butin. Bon, il en neutralise quelques-uns, et puis il menace le dernier, mais il les laisse partir, quoi. Au final, il n'y a pas de mort, toi, il tue personne. Il ne sera pas un ennemi, je pense, il deviendra allié après combat. C'est clair qu'il a vraiment la caractéristique de ce personnage qui, tu vois, est peut-être plus ou moins ennemi au début, puis devient allié après. Hein. Il en a vraiment, en fait, la carrure, quoi. Ça fait vraiment penser à ce type de personnage. Effectivement, je voulais y venir, oui, Shinji, j'y ai pensé aussi. Effectivement, le début du chapitre avec justement le background de Granola et plus ou moins son passif rappelle énormément les Tsuful avec Dragon Ball GT qui avait vraiment appuyé là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être l'arc Tsuful de Dragon Ball Super. Alors c'est pas du tout, on parle pas des Tsuful, c'est pas eux, hein, c'est les céréaliens, mais on est un peu dans le même délire. Voilà, le personnage qui revient, son peuple a été détruit par les Saiyajin et a rongé son frein pendant tant d'années pour se venger. C'est clairement le même dessin. Bon, il n'y aura pas de Super Saiyajin 4 malheureusement. Et là, patatras. En fait, la nouvelle forme de Vegeta, ça sera ça. On va y revenir après. J'ai fait exprès de rester sur Granola et peut-être de faire un bond dans le temps dans le chapitre pour pas partir dans tous les sens. On va passer aussi, on va en discuter hein, de toute la partie Ultra Instinct et tout ça. On se le garde pour la fin, ça. Du coup, j'en profite pour te dire bonsoir Chirat, officiellement. Très content de te revoir sur le chat. J'espère que tout va bien pour toi. Granola, c'est un Mandalorien. Alors, sans déconner, par contre, il y en a plein qui faisaient la remarque, je voyais sur Twitter. Et c'est vrai, hein, c'est vrai que le début de l'arc, donc en fin de chapitre 67 et encore plus dans celui-là, il y a un gros côté Star Wars. Hein. Ah, c'est vrai que là, tu le ressens, quoi. Même si hein, Star Wars a toujours été une des influences parmi tant d'autres de Dragon Ball et notamment de la saga Freezer, même si la saga Freezer était aussi vachement calquée sur Alien. Il y a énormément de références à Alien dans l'arc Freezer.
Mais oui, on sent beaucoup l'influence Star Wars. C'est assez rigolo le côté chasseur de primes. D'ailleurs, par contre, je trouve que au niveau visuel, on va rester là-dessus parce que je trouve que ça correspond bien à ça. Niveau visuel, par contre, le chapitre, je trouve qu'il dénote énormément avec tout le reste. Parce que tu vois, ce côté spatial, ce côté beaucoup d'utilisation des nuances de gris. Hein, si là, je vous remets, vous voyez, il y a beaucoup de trucs comme ça, où il y a beaucoup de fondu gris, tout ça. C'est très rare dans Dragon Ball, ça. Enfin, de mémoire, j'ai la mémoire que Dragon Ball, c'est plus des plans il y a très fond blanc, il y a très peu de nuances de gris, tout ça. Et c'est une des particularités du manga, en fait, qui faisait plus ou moins son charme. Et là, je trouve qu'ils ont beaucoup joué à ça. Alors, je sais pas si c'est beaucoup... C'est surtout les phases, tu vois, là, il y en a pas trop. C'est beaucoup les phases dans l'espace. Je sais pas s'il a voulu donner cet effet, justement, pour les différencier un peu les phases avec Granola et tout. C'est pas gênant, hein. Ça fait bizarre pour du Dragon Ball, parce que, tu vois, tout ce passage-là, en fait, avec l'espèce de gang, là, je me rappelle plus, je crois que c'est... Comment ils s'appellent je sais plus comment c'est leur nom, là. Ils disent le nom de leur clan, mais on va chercher, mais ça me reviendra. Mais tout ce passage-là, limite, en fait, tu pourrais dire, ouais, on est en train de lire un chapitre de Dragon Quest, que ça serait ça, quoi. Ouais, où est-ce qu'il dit le nom de leur clan? Je crois que c'est par là. Ah, je sais plus. Je crois que c'est les... Ouais, je sais plus. Il y a quelqu'un peut-être qui le dira, mais bon. Mais ouais, tout ce passage-là, ouais, ça fait très 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 Star Wars. Ouais. C'est Seven, je pense, le méchant dans l'histoire, avec tous les pouvoirs qu'il a absorbés. Après, les persos DBS, Hit par exemple, est stylé, mais voir comment ils s'en servent. C'est vrai qu'après 73, tu vois, j'ai même pas pris une note dessus, mais effectivement, c'est vrai que 73, on sait pas vraiment l'utilité qu'il aura. Même, on pourrait se dire que c'est peut-être l'espèce de gang là, en fait. C'est Elec, le nom du gang, très bien. Merci Raza. Donc ouais, l'espèce de gang Elec, c'est pareil, hein, l'intervention qu'ils vont avoir, l'utilité qu'ils vont avoir dans le chapitre. On comprend que hein, ils sont plus en mode là manipulateur, et puis on attend le bon moment pour ramasser le butin. Y a un des petits personnages qui a l'air assez balèze, qui maîtrise Granola, et d'ailleurs, bah tiens, ça permet de rebondir aussi là-dessus, c'est que Granola, si c'est vraiment lui l'antagoniste hein, de ce passage-là. Donc là, on comprend que sa mission, pour le moment, c'est pas pour les Saiyans. Sa mission, ce serait d'aller neutraliser, enfin se venger de Freezer. Donc on sait tous hein, que Freezer, il a pris un gap de ouf. Maintenant, il y a Golden Freezer. Probablement que si on retrouve Freezer, on sait pas. Alors ça, c'est le gros problème de Dragon Ball Super. Niveau temporalité, on sait jamais trop où on se situe. Là, on nous dit quelques temps plus tard. On peut imaginer que depuis l'affrontement contre Broly, il y a peut-être encore une année qui s'est passée. Bon, après, si on compte en année Goten Trunks, on sait pas. Il s'est passé peut-être quelques heures. mais grosso merdo, je voulais en venir surtout sur le fait que quand on sait que Freezer, je crois que c'était en 4 mois ou 6 mois, il est passé de la puissance qu'on le connaissait à l'époque de l'arc Namek à Golden Freezer, donc un niveau équivalent à un niveau divin, quoi. On pourrait dire qu'il est entre le Super Saiyajin God et le Super Saiyajin Blue, hein, puisque le Super Saiyajin Blue le domine quand même plutôt bien. Donc du coup on peut se dire que potentiellement Freezer sera probablement encore un peu plus fort. Est-ce qu'il aura une nouvelle forme? J'en doute, enfin ça serait un peu trop je pense. Mais peut-être avoir renforcé sa forme Golden. Ça par contre je pense que c'est justifiable. Donc tu te dis Granola me donne pas quand même l'impression d'être assez puissant pour lutter contre un Freezer, tu vois, ça a quand même l'air d'être un humanoïde un peu lambda dans l'univers Dragon Ball. Voilà, on voit qu'à un moment il utilise des armes quand même et tout, il utilise de la technologie, mais il a l'air quand même d'utiliser son ki pour se battre, donc ça montre qu'il est quand même, je pense, puissant, mais voilà, il se fait quand même neutraliser par un personnage. Bon, on nous fait comprendre par ce biais-là qu'il est quand même puissant, mais même eux, ils te disent quand même, le gang Elec, qu'ils vont pas aller attaquer Freezer de front, quoi, sinon il se ferait défoncer. Donc voilà, tu comprends par toutes ces petites allocutions que ils sont quand même pas confiants pour aller battre un Freezer, mais qui se méfie de Granola qui devient de plus en plus fort. Du coup, ma question est, si c'est lui l'antagoniste, comment ils vont justifier un gap de puissance suffisant pour être le plus puissant de l'univers? Donc ça veut dire dépasser Goku, parce que on pourrait dire qu'actuellement Goku est, sans compter les dieux et les anges bien entendu, est la personne la plus puissante de l'univers 7.
Je pense. Après, il faut mettre aussi entre parenthèses Broly, parce que Broly, les échelles de puissance, de toute façon, c'est le bordel dans Dragon Ball. Mais Broly, voilà, on sait pas quoi. Parce que bon, c'est son espèce de mode berserk, t'as l'impression qu'il a la puissance infinie, il a quand même tenu tête à une fusion. Donc, je m'engagerai pas sur les débats de puissance parce que ça me donne mal au crâne. Mais bon. Grosso merdo, tu vas venir dire que Granola, potentiellement, ça serait le plus puissant de l'univers. Hein, on a le petit passage avec le poisson oracle à la fin, voilà, qui rebondit vraiment sur le fait qu'il va aller s'entraîner pour se venger les céréaliens. Et à ce moment-là, t'as le plus puissant guerrier de l'univers va bientôt voir le jour. Donc, si c'est vraiment Granola, comment tu justifies un gap de puissance comme ça? Je suis curieux, quoi. C'est bien que Granola ne soit pas ultra fort. Bah, ça va peut-être devenir le cas si c'est lui l'antagoniste du manga, comme pour le moment ils le sous-entendent, quoi. Honnêtement, si Granola ne devient pas l'antagoniste, à quoi bon teaser le guerrier le plus puissant va arriver? Je suis d'accord avec toi, Slane Hunter. Après, ils peuvent jouer avec nous, hein. Ils peuvent jouer avec nous, mais c'est vrai que je sais pas si ça serait une bonne chose, tu vois, que ce soit Freezer, même si, à titre personnel, je mettrais ma pièce sur le fait que je verrais bien un arc où, première partie, Granola, c'est le danger, on va dire. Voilà, il veut se venger des Saiyajin et de Freezer. Alors, peut-être qu'il va menacer d'aller sur la Terre pour débusquer les Saiyans. Est-ce qu'il ira attaquer des innocents? Il m'en donne pas l'impression et il me donne plus l'impression de vouloir vraiment s'en prendre et se venger. Alors après, ça dépend en fait si le personnage est vicieux, s'il commence à nous montrer un aspect vicieux du personnage dans le genre qui décide d'attaquer la Terre par exemple pour s'en prendre aux familles des Saiyans, vraiment exterminer tous les Saiyans un peu à la manière de Babi hein, dans Dragon Ball GT. Effectivement, peut-être que le personnage sera plus vicieux et tout ça. Mais moi je mettrais bien une pièce sur le fait peut-être plus ou moins antagoniste au début et puis peut-être vers la fin il est rejoint pour lutter contre une plus grande menace, accessoirement Freezer, tu vois. Donc faut voir, on va voir. Moi je demande qu'à être surpris. Sinon vous en pensez quoi? Pour rester sur Granola pour le moment, et on va passer sur le reste avec Goku et Vegeta, mais Granola pour le moment, qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, le dominé à l'époque de Résurrection off. Maintenant, on ne sait pas trop le niveau, mais vu Broly, il est au moins au niveau blue. Oh, Broly, oui, Broly, il est large au niveau blue, même au-delà. On peut dire que Broly est au-delà du niveau blue parce que il éclate complètement Goku et Vegeta en même temps en blue. Donc, oui, non, Broly, la puissance de Broly est démesurée. D'ailleurs, est-ce qu'on aura une utilisation de Broly? Parce que pour le coup, bon, ils l'ont pas utilisé dans l'arc Morlo. C'est une déception et tu sens qu'ils savent pas quoi faire des personnages. Mais là, un arc qui va toucher aux Saiyajin, à l'armée de Freezer. On va pas se mentir, ne pas faire intervenir Broly, ne pas justement aller utiliser cette cartouche-là, ça serait un peu dommage. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ils se sont fait chier à rendre le personnage canon. Alors oui, ça a fait des bifetons, ça a fait plein d'entrées au cinéma et tout, mais tu l'as intégré donc dans ton œuvre. Donc à un moment donné, tu l'utilises quoi. Tu fais pas... c'est ça le problème hein, de Dragon Ball. Hein. Si c'était juste pour faire un film et faire du fric, dans ce cas-là, tu canonisais pas le film. Hein. Tu refaisais juste un remake de Broly et puis voilà, tu disais juste que c'était un film et que c'était pas canon. Non, ils ont vraiment insisté sur la canonisation de Broly. Donc... un arc pareil. D'ailleurs, ça pourrait être génial. Alors là, on va fabuler, mais c'est ça aussi qui est rigolo avec les reviews. Mais ça pourrait être énormissime que, en fait, le déclic de l'arc se passe comme ça. Que genre Granola, en fait, dans sa quête de rechercher Freezer, rencontre Broly, en fait, avant tous les autres, tu vois. Ça pourrait tellement être ouf, en fait. Ça pourrait tellement... Enfin, parce que Broly, ouais, ça pourrait être génial, un ressort comme ça. Salut Adrien, ça fait longtemps. Ce qui est fou, c'est qu'ils savent pas quoi faire de leur perso. Ils ont créé 12 univers avec 80 persos avec un tournoi et ils s'en font jamais. Ah non, mais je préfère pas me relancer sur le tournoi des multivers. Hein. C'est à partir de là d'ailleurs que j'avais arrêté les reviews parce que franchement, ça m'avait limite miné le moral. Hein. Pour moi, c'est un gâchis monumental d'avoir créé autant d'univers, autant de possibilités et de n'en avoir rien fait, d'avoir juste fait une mêlée générale à la Fortnite et voilà quoi. Non, ça pour moi, c'est pour ça que alors, je veux pas dire le mot de la fin maintenant, mais ce sera le mot de la fin de la review. Voilà, je vous fais un teasing du mot de la fin, mais ça sera forcément ça. C'est, à mes yeux, ça sent bon. Ça sent bon, mais je suis persuadé qu'on va être déçu. J'y crois plus quoi.
Granola se fera entraîner par Broly et va peut-être apprendre la gentillesse des Saiyans actuels. Ça, j'y crois pas trop, mais... Après, j'aime beaucoup l'idée du personnage vagabond, chasseur de primes, tout ça. Granola, le fait que donc du coup il parle à Caverne, alors je pense que c'est une IA, hein. Peut-être que je dis une grosse saucisse, mais moi je l'ai pris comme ça. Le fait qu'en fait il parle en permanence avec une IA, donc tu comprends que sa seule relation, plus ou moins, c'est une intelligence artificielle. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura d'autres membres de sa race, s'il y aura d'autres c'est les céréaliens, je crois qu'ils s'appellent. C'est ça, ouais, céréaliens. Je sais pas du coup si on aura d'autres personnages dans ce style-là. Parce que pour le moment, il donne l'impression d'être le seul de sa race, hein, parce que le gang Elec me semble pas faire partie de sa race. D'ailleurs, le gang Elec, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'allusions avec, forcément, ça rappelle un peu Bojack. Je sais pas. Après, ça pourrait être... parce que Dragon Ball, en règle générale, aimait beaucoup jouer avec ça. C'est pour ça que j'ai un gros doute sur le fait que Granola sera bien l'antagoniste, parce que très régulièrement dans Dragon Ball, on a un premier plus ou moins antagoniste qui se révèle, et puis finalement, on comprend que c'est pas vraiment lui, il y a une débouchée. Par exemple, si on prend avec les Saiyajin, ça s'amorce avec Raditz, et la vraie menace, c'est Nappa et Vegeta. Ensuite, bon, il y a pour moi, l'arc Saiyajin et l'arc Freezer font presque le même arc, parce que, merci beaucoup Slane Hunter pour le sub. En fait, il y avait une espèce de transition, mais tu vois, arc Freezer, pour moi, c'était un peu dans la continuité. Et t'avais voilà, le commando Guignol, tout ça. Bon, après c'était différent à Freezer, c'est vrai qu'on comprenait dès le début que Freezer était la grande menace, puisque Kaio menaçait. Mais bon, c'est pour ça que moi ça allait dans la continuité de l'arc Saiyan. Mais après l'arc Cell, ça commençait plus ou moins avec les cyborgs en fait. C'était les cyborgs, et tu découvres que c'est pas vraiment eux la grande menace. Et idem avec l'arc Boo, en fait, où il y a tout le truc avec Babidi et tout ça, avec Boo. Et puis en fait, il y a vraiment le Boo mal incarné qui est vraiment l'ultime et la vraie menace quoi, du truc. Donc c'est pour ça que je me dis... Tu vois, il nous présente Granola, mais faut pas non plus, je pense, mettre de côté justement ce fameux gang Elec qui pourrait peut-être jouer sa carte, et peut-être que ce sera l'un d'entre eux, le plus puissant guerrier de l'univers. Parce que, merci Legend of Zombie, parce que justement avec 73, qu'on sait pas trop ce qu'ils vont en faire, je ne sais pas, par un quelconque possibilité, peut-être qu'il récupère les pouvoirs de 73, donc dans ce cas-là devient super fort, là, le chef du gang, ou un truc comme ça. On peut peut-être déboucher sur des trucs comme ça, ou encore une fois Freezer. Faut voir quoi. Dragnia il nous dit la prédiction du poisson aurait pas un lien avec sa prédiction ou le rêve de Bellus, je sais plus, qui lance le Saiyajin Gun au tout début. Je crois pas, non. Il me semble pas. Non. Là, en plus la page comment elle est montée, hein, tu vois vraiment qu'elle est censée faire écho avec Granola quoi. Avant de connaître, on a tous cru au début de Kaioshin-sama était méchant dans l'arc Boo. C'est vrai que Kaio faisait... ouais, ils étaient bizarres les personnages, effectivement. Bojack canon. Je pense pas qu'ils iront sur une canonisation de Bojack, mais peut-être plus ou moins une réinterprétation, je sais pas. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher que le gang là, Elec, qui fait vraiment penser au gang Bojack. Hein. Le chef du gang cherche Zuno, tu penses que c'est pour demander quoi? Bonne question. Bonne question, peut-être un rapport avec les Dragon Ball aussi, il faudrait qu'elle soit utilisée. Ça serait sympa aussi de voir des méchants utiliser les Dragon Ball. Bon là on a eu, remarque, oui, on a eu Molo qui l'a fait, c'est vrai. Pour toi, il s'était tellement passé serré que Molo redemande la jeunesse éternelle, c'est vrai, sur Namek, j'avais oublié. Ah, c'est le gang Eater, pas le gang Elec, c'est le nom du boss. Ah, d'accord, il me semblait bien que c'était plus un truc comme ça. Merci, Gexul. Eater, voilà. Il me semblait bien que c'était pas un truc Elec. Et c'est les noms, d'accord. Elec, oil, gaz. Ah oui, c'est des trucs en rapport avec les chauffants. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu passer ce truc-là. Je crois que c'est Trivax sur Twitter qui avait mis ça. Si vous ne connaissez pas Trivax, très... un poteau et très connaisseur de Dragon Ball. Et donc oui, c'est vrai qu'il avait marqué ça, que c'était l'opposé du coup du gang de Freezer quoi, qui ont tous un rapport avec le froid. Donc c'est vrai que du coup, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc là du coup. Il y a ce truc là avec la chaleur, tout ça. Donc ouais, faut peut-être pas enterrer trop vite quand même ces personnages là qui nous ont été rapidement présentés. Il y a quand même un moment, il y a quand même un passage qui est assez appuyé. On va retrouver son nom, je vais essayer de vous mettre la page, je vais la chercher. Mais voilà, il y a une discussion envers les membres du gang. Et c'est vers là, c'est page 36. Non, un peu avant, où il dit à un de ses camarades qu'il est
qu'il est le plus puissant du groupe. Ah, c'est là. Ouais, j'ai retrouvé, voilà. Il parle à lui et il dit t'as plus que raison, tu es la fierté, le bonheur de notre famille. Plus fort que Gas, c'est possible. Voilà. Ils disent que Gas, c'est vraiment le perso le plus fort de leur groupe, là. Ce petit personnage qui a maîtrisé finalement Granola. Du coup, il y a peut-être des choses de ce côté-là. Hein. Peut-être des choses de ce côté-là. Après, est-ce qu'ils vont nous pondre peut-être une espèce de fusion des personnages si on font plus qu'un? Mais bon, les fusions commencent à en avoir un peu ras le cul dans Dragon Ball. En vrai, s'ils découpent 73 et que tout le gang l'absorbe, ils ont tous le potentiel de Mélus. Du coup, c'est chaud 5 persos à ce niveau. Bah, c'est ça. De toute façon, c'est vrai qu'il faut justifier maintenant de trouver un personnage qui sera une menace pour Goku déjà, pour commencer. Parce que Goku, voilà, un Ultra Instinct, donc on va rebondir, hein, on a beaucoup parlé de Granola et j'ai beaucoup digressé là-dessus, mais du coup on va rebondir sur justement Goku et l'Ultra Instinct. Donc bon, là on peut voir que l'Ultra Instinct, il s'est banalisé, hein, voilà, c'est... Maintenant, hein, c'est la transformation tranquillou bilou, quoi, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque... Alors, attends, faut retrouver les passages, mais... On voit que maintenant, Goku, il a juste besoin de faire le vide, en fait, et... ouais, voilà, c'est là. Tac. Il a juste besoin de faire le vide, et puis YOLO, il se transforme, quoi, donc... Alors, après, il y a une amorce vers quelque chose, parce que, forcément, c'est tout se poser la question. À partir du moment où Goku maîtrise l'Ultra Instinct, vu que c'était vendu comme le truc ultime... Ils nous ont vendu le truc en mode... Enfin, on s'est tous dit, bon, c'est le truc ultime, donc il n'y a plus rien à raconter. Bon, ben là, ils ont trouvé la parade. Ils nous la font en mode Hunter x Hunter. En mode, ah ah, tu viens de maîtriser le nen. Eh ben, dans ton cul, parce qu'en fait, il y a des milliards de variations. Et maintenant, en fait, t'es au début, là. En fait, d'apprendre à maîtriser le nen, c'est juste la base, petit. Là, tu viens d'apprendre à respirer. Donc voilà, ils nous ont sorti un truc comme ça en mode Goku Ultra Instinct. Haha, ben en fait, t'es un noob. En fait, t'es level 1, mec. Moi, je m'appelle Whis, je suis level 50. Donc vas-y. Et au-dessus, il y a level 100, il y a le grand prêtre. Donc maintenant, amuse-toi. Donc du coup, ouais, Goku Ultra Instinct banalisé et limite maintenant déshypé parce qu'on te dit, ouais, bon, voilà, en fait, c'est un truc... On va y venir, ouais, Flodante, mais ça, oui, on sent qu'il va y avoir un truc comme ça. On va y venir. Mais du coup, oui, pour Goku, bon, ils nous la font en mode, en fait, il est au début de l'échelle de l'Ultra Instinct pour plus ou moins justifier qu'il y a encore des choses à faire et qu'il peut encore progresser. Bon, si tu veux, mais... moi, je trouve que, ouais, ça banalise juste l'Ultra Instinct, que... C'est sympa de lui dire, voilà. Après, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'ils te disent, ce qu'on avait plus ou moins compris, mais là au moins, les choses comment été posées, le fait qu'il y ait une allusion au fait que les anges, en fait, sont en permanence en Ultra Instinct. Ça, je trouve ça sympa. Ça justifie aussi le fait qu'ils aient tous les cheveux blancs, machin et tout. Donc je trouve ça plutôt sympa qu'ils aient justifié ça comme ça. Mais ouais, bon, l'Ultra Instinct, moi je suis pas fan de la forme et du coup, la direction que ça a pris, c'est pas vraiment mon truc. J'appréciais plus déjà la forme non maîtrisée et le fait que ça devienne vraiment une transformation et plus vraiment une technique, bon, ça me... Je suis curieux de voir ce qu'il va en faire, mais voilà. Mais surtout, en fait, ça pose problème avec le gouffre, l'échelle de puissance qui est devenue démesurée. Et du coup, tu te dis, mais comment proposer maintenant des menaces et des antagonistes qui vont avoir nécessairement un niveau de puissance équivalent, tu vois. Et derrière, il faut quand même à chaque fois justifier le fait que quand tu rames... Alors là, on comprend que le personnage risque de se créer durant l'arc. Parce que maintenant, ça va être compliqué de justifier... Ah, bah en fait, perdu dans l'univers, là-bas, bah, y avait un mec qui avait une puissance démesurée, qui pouvait déjà éclater à l'époque Freezer comme une crotte de nez. Et à chaque fois, on te sort des persos comme ça. On nous l'a fait avec Broly qui s'était perdu sur sa planète. Ok, tu le justifies comme ça. Molo, bon, il était enfermé dans une prison. Mais tu peux pas à chaque fois nous justifier que dans l'univers 7, t'as des personnages qui surpassent les dieux. Parce que maintenant, c'est ça. Faut des menaces qui limite surpassent les dieux. Donc ça va devenir compliqué. Donc là, on voit qu'il nous engage l'arc avec le fait que visiblement l'antagoniste va naître durant cet arc. Comment, on sait pas. Peut-être grâce à 73, peut-être
grâce au Super Dragon Ball, on verra. Mais voilà, va falloir tout le temps justifier ça. Et va falloir qu'à chaque fois les personnages qu'ils affrontent, maintenant ils aient un niveau équivalent plus ou moins à Ultra Instinct. Et surtout va falloir que forcément il y a un passage où Goku va devoir se faire défoncer en Ultra Instinct, tu vois. Et derrière va falloir plus ou moins arriver à montrer visuellement que l'Ultra Instinct monte. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que quand on nous a proposé l'Ultra Instinct, si vous voulez, étant donné que c'était vendu comme vraiment le summum, la transformation ultime, il n'y avait pas d'histoire de level dans l'Ultra Instinct. Donc en animé, ça fonctionnait pas trop mal. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. L'Ultra Instinct, c'est vraiment un truc qui a été pensé en animation. Parce qu'en animé, tu vois que le personnage bouge pas pareil. Il y a des effets de temporalité. Tu vois qu'il est vraiment très rapide. Voilà. Mais en manga, déjà, ça a du mal à fonctionner, hein. L'Ultra Instinct, pour moi, en manga, il n'y a pas vraiment de différence entre le Super Saiyajin et l'Ultra Instinct. Juste, on nous dit, voilà, il a les cheveux blancs. Il est plus ou moins dans sa forme normale. Mais les cheveux blancs, c'est tout. Parce que sa super vitesse et tout, sur le papier, on la ressent pas plus que ça. Et maintenant ils essayaient déjà, ils galéraient à essayer de montrer que l'Ultra Instinct c'était au-dessus de tout. Alors dans l'arc Moro il y a quand même un passage qui était énorme et qui arrivait à plus ou moins le montrer, c'est quand ils commencent à se battre autour de la planète et tout. Voilà, maintenant il faut vraiment que ça parte dans un délire cosmique, on l'attend depuis des plombes. Donc à part en faisant comme ça, je vois pas comment ils vont arriver à justifier que Goku progresse dans l'Ultra Instinct. Comment ils vont le montrer visuellement, vous voyez ce que je veux dire? Parce que t'as déjà un personnage qui est censé bouger super vite, machin. Tu pourras pas faire une gimmick en mode waouh, sa vitesse est incroyable, parce que sa vitesse est déjà censée être incroyable, tu vois. Il est censé avoir des mouvements instinctifs. Donc comment tu veux c'est con, mais ça devient ridicule en fait. Donc alors est-ce qu'ils vont nous pondre un truc, ouais, avec les cheveux, genre en fait il va y avoir super... Non mais ils peuvent pas faire ça, et s'ils font ça, genre super Ultra Instinct 1, 2, 3, il va avoir les cheveux longs. Ça se trouve ils vont se démerder comme ça, mais... Ah mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Dragon Ball? Vous savez, la dernière fois il y avait ma femme qui me regardait en train de jouer à Fighters. Elle me dit, ah oui, c'est ton manga avec les mecs avec les cheveux roses, verts et blancs. Ouais, j'étais là, et c'est bon. Mais maintenant je peux même pas l'envoyer péter, elle a raison. Mais ouais, ça me pose souci ça. Et donc, maintenant on va rebondir sur Vegeta, parce que vous l'attendez, je l'ai gardé pour la fin. Alors, dans le chapitre, ils rebondissent avec Bilus et Vegeta qui ronge son frein devant l'Ultra Instinct et qui dit qu'il n'est pas intéressé par ça. Donc il y a l'explication, voilà, où en fait les anges sont constamment Ultra Instinct. Et là, patatras, Bilus fait comprendre à Vegeta, mais qu'il y a d'autres techniques. Et l'Ultra Instinct n'est pas la seule technique des dieux. Et là, voilà, il lui fait plus ou moins comprendre. Moi, je suis pas sensei, donc je vais pas t'apprendre la technique. Mais t'as qu'à me regarder m'entraîner. Et puis, bah, essaye de me la piquer si t'y arrives. Donc, alors, pour moi, il y a un truc qui me gêne énormément. Et il y a un truc où, ouais, bon, ok, ça peut être une bonne idée. Donc, on le voit tous venir, forcément, Vegeta. Vegeta Akaishin, hein, voilà, hein. Vegeta, dieu de la destruction. Alors, tout de suite, tu peux te dire qu'on risque de voir des trucs stylés. Alors, j'ai vu popper partout, hein, tout le monde a proposé ça. El Famoso Vegeta, du coup, Purple Vegeta. Certainement, on va avoir Vegeta violet. Donc, c'est bien parce qu'on aura force blanche, force violet, force verte peut-être à la rescousse. Voilà, on a vraiment... C'est les Power Rangers, vraiment. Mais du coup, bon, ok, si tu veux Hakai Vegeta, on peut voir des trucs stylés, hein, Vegeta qui fait le Hakai et tout. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, Goku dans le manga a plus ou moins déjà maîtrisé le pouvoir des dieux de la destruction, puisqu'il utilise le Hakai dans le manga. D'ailleurs, j'avais trop kiffé ça. Donc, est-ce qu'ils vont repartir dans ce côté-là où Goku, en fait, il absorbait, vous vous rappelez, il absorbait en fait l'aura de son Super Saiyajin Blue dans le manga. Il le faisait pas dans l'animé. Mais dans le manga, j'avais adoré ce passage-là où en fait, il absorbait l'aura de son Super Saiyajin Blue. Ça détruisait plus ou moins, il t'expliquait son corps, ça pouvait être dangereux. Et grâce à ça, il utilise le Hakai et tout. Donc, on va peut-être partir sur un délire dans ce sens-là avec Vegeta. Pourquoi pas, ça peut être stylé. Par contre, le truc qui me dérange, c'est qu'encore une fois, tu vois que c'est brodé et qu'ils savent pas où ils vont. Parce qu'à l'époque de l'Ultra Instinct, moi je me rappelle d'un truc, c'est que quand on évoque l'Ultra Instinct, tout ça au tout début, les prémices, tout ça, rappelez-vous que même Belus est choqué et que Whis te fait plus ou moins comprendre que le but ultime des dieux de la destruction, c'est de maîtriser l'Ultra Instinct, que même eux ont du mal à le maîtriser.
Et maintenant, tu viens me dire que les dieux de la destruction de l'Ultra Instinct, en fait, non, c'est une technique d'ange, qu'eux, ils ont leur propre technique, et derrière, va falloir justifier que les dieux de la destruction, en fait, ils ont une technique équivalente à l'Ultra Instinct, parce que là, en gros, c'est ce qu'ils sont en train de nous sortir de leur cul, hein. Ils sont en train de nous sortir de leur cul que les dieux de la destruction, finalement, ils sont plus ou moins aussi forts que les anges. Alors que, pour rappel, dans le manga, on a quand même vu Whis mettre juste un petit taquet comme ça, hein. Juste un petit taquet comme ça, et Beerus, il s'est endormi. Et pareil pour Champa qui se fait maîtriser par Vados. D'ailleurs, on n'a jamais vu ce passage dans l'animé, je trouve ça bête. C'est un de mes passages préférés du manga où on voyait Beerus et Champa s'affronter, ils pètent des planètes et tout. Ça doit être le seul duel cosmique qu'on ait eu dans le manga. Et non, pas les fesses, c'est ça. Et donc maintenant, ils sont en train d'essayer de trouver une issue de secours pour Vegeta pour justifier qu'il ait rattrapé l'Ultra Instinct. Et c'est là que, pour moi, là on commence à voir que... Tu vois, que les piliers de Dragon Ball Super ne sont pas bons et que tout le chapiteau est en train de se casser la gueule, quoi. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Donc voilà, donc Vegeta, apprenti dieu de la destruction, je dis pourquoi pas, et peut-être que vous aurez un truc à raconter, mais déjà d'entrée de jeu, pour moi, il n'y a plus de cohérence, quoi. Alors après, on pourra me répondre, la cohérence dans Dragon Ball, mais dans l'œuvre de Toriyama, la basique, là, qui est derrière moi, il y avait quand même une cohérence. Donc voilà, je conclurai en disant de bons espoirs, mais comment ça va partir en couille, hein, j'ai envie de dire, parce que ça va partir en couille, hein. Est-ce qu'on aura le droit à un chapitre où du début à la fin on sera hypé? Moi je mets pas une pièce dessus, mais bon. En tout cas, tous les mois, sachez qu'on en parlera en live. Et bon voilà, je mettrai les rediffs des lives si ça intéresse sur le YouTube. Bon, maintenant que j'ai fait vraiment le tour, moi je vais me désaltérer et je vous laisse continuer de commenter dans les commentaires, rebondir sur tout ça, donc sur Granola, sur Vegeta, sur Goku. Et puis je vais rebondir avec vous. Je pense que cette partie-là, elle ne sera pas en VOD. Donc pour ceux qui verront ça en VOD, voilà, vous aurez eu mon avis et je vous invite eh bien, à donner le vote dans l'espace commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous lire.